C'est super, tu peux y aller pour présenter Parfait, Solidatech génial. en quelques minutes express. Parfait. Peut-être d'autant Donc plus rapide. effectivement, je suis Camille, enchantée, et je vais vous faire une petite présentation de Solidatech. Donc notre cœur de métier, ça va vraiment être renforcer l'impact des associations par le numérique. Donc pour ce faire, nous, on existe depuis 2008 et on est composé d'une douzaine de personnes réparties entre nos bureaux à Paris et dans les Deux-Sèvres. On fait partie du mouvement Emmaüs, pour lequel on a donc une coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est donc située dans les Deux-Sèvres, qui est spécialisée dans la collecte du réemploi et les équipements bureautiques. On fait également partie du réseau international TechSoup, dont on est finalement le satellite en France. Qui sont nos bénéficiaires? Eh bien, c'est peut-être vous, et si c'est le cas, tant mieux. Sinon, majoritairement, nous avons des 42 000 bénéficiaires inscrits gratuitement à notre programme. Ça va être des associations loi 1901. On retrouvera également des fondations reconnues d'utilité publique et des fonds de dotation. En termes de secteur d'activité, on a un panel relativement large, comme vous pouvez le voir ici, avec à la fois, par exemple, des associations du secteur socio-culturel, tout comme des associations sportives, et qui vont également avoir des budgets annuels avec une fourchette relativement variée. On a des plus petites structures comme des plus grosses structures employeuses ou non employeuses. Alors, que faisons-nous plus concrètement? Eh bien, nous avons trois modes d'action. Le premier étant de faciliter l'accès des associations au numérique. Ça va passer à la fois par des logiciels à tarif réduit et du matériel informatique qu'on va avoir à notre catalogue. D'autre part, on va accompagner les associations dans le développement de leurs usages numériques. Donc, pour cela, on met à votre disposition un centre de ressources gratuit, des ateliers que nous organisons soit en présentiel ou en ligne, une hotline avec nos collègues du support dans les Deux-Sèvres et un outil d'autodiagnostic numérique qui vous permettra d'affiner votre stratégie numérique et de voir un petit peu sur quel pilier mettre l'accent. Si vous ne le savez pas déjà, on coproduit aussi et diffuse des savoirs avec, par exemple, Recherche et Solidarité, une étude nationale qui paraît tous les 3 ans sur la place du numérique dans le milieu associatif. Si ça vous intéresse, la prochaine va paraître l'année prochaine. Donc voici un aperçu, une cartographie des logiciels que nous avons actuellement au catalogue. On va retrouver on va répondre un peu à tout type de besoins et retrouver des solutions internationales. Ça va être le cas de Zoom, Adobe ou encore Microsoft, mais également des solutions plus locales. Ça va être le cas d'AssoConnect, Insia, TalkSpirit ou encore NetExplorer, plus françaises et donc implantées sur le milieu national. Camille, on va peut-être passer un petit peu la suite pour pas déborder sur le timing Ouais, initial, si ça ne te dérange pas. Je pense que tu as été clair sur le reste, comme tu as passé plus de temps sur le slide récap avec le côté matériel informatique, accompagnement que tu as bien décrit, etc. Les 42 000 assos que tu as déjà décrit chez nous, je pense on peut s'arrêter là pour la partie très bien. présentation de Solidatech. Merci beaucoup. N'hésitez pas à parcourir notre site internet si vous avez plus de questions ou à nous contacter directement. Je te laisse reprendre la main. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, activer la possibilité du partage d'écran pour pour l'animatrice que je suis? C'est petite, au niveau des petites flèches. Oui, est-ce que tu peux désormais? Ouais, super, merci beaucoup. Génial. Et du coup, sans transition, je prends la suite. Une fois de plus, merci beaucoup Camille pour l'intro, pour le sujet du jour, à savoir les bonnes pratiques en matière d'organisation de webinaires. Donc, au programme, un rappel bref de ce qu'on entend exactement par webinaire avant de réfléchir à pourquoi est-ce que ça pourrait être utile pour votre asso. L'essentiel du temps, on va le passer sur les bonnes pratiques pour concrètement la mise en place des webinaires avant de parcourir ensemble aussi quelques bonnes pratiques d'animation et quelques outils sur lesquels ça peut valoir le coup que vous vous renseigniez à l'issue de ce webinaire. Et donc, dernière partie de questions-réponses dont Camille se fera le relais. Alors, qu'est-ce qu'un webinaire? C'est la minute culture, n'est-ce pas? On est sur une abréviation de deux mots, sans grande surprise, celui de web et celui de séminaire.
En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'un webinaire, c'est l'équivalent d'une conférence, mais version digitale, où on distingue donc bien à la fois un ou des animateurs qui sont là pour présenter le sujet, pour voilà, se positionner plutôt en tant qu'expert, et souvent avec un support, etc., à disposition, qui se situe en face de participants qui peuvent après interagir éventuellement entre eux, poser des questions par certains biais, etc. Mais c'est quand même bien distinct d'une simple, si je puis dire, visioconférence, au sens où bah, si le webinaire, c'est comme une conférence en ligne, alors la visio, c'est comme une réunion en ligne où tout le monde est sur un pied d'égalité, on va dire. Alors, c'est pas qu'on se place au-dessus de vous là tout de suite maintenant, hein, je crois que vous voyez bien ce que je veux dire, mais voilà, où là, il n'y a pas il y a aucune administration. Tout le monde peut partager son écran, prendre la parole, mettre sa vidéo, etc. Là, vous devez bien vous rendre compte que vous êtes plus limité. Donc, de manière schématique, ça pourrait ressembler à ça. Voilà, visioconférence, tout le monde sur le même plan, alors que webinaire, il y a bien cette posture d'animateur. On va d'emblée, on est comme ça chez Solidatech, on vous fait un peu travailler et donc on va vous partager juste 2 petites questions de sondage pour savoir où est-ce que vous vous situez par rapport au webinaire. Donc d'une part, dites-nous si vous avez déjà participé à un webinaire, régulièrement des webinaires, jamais, ah en fait c'était des réunions, etc. Et l'autre point, est-ce que vous avez déjà vous-même organisé des webinaires? Auquel cas, est-ce que ça s'est très bien passé? Est-ce que c'était à optimiser? Ou bien peut-être aussi, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, mais que vous avez déjà identifié comme un besoin de votre côté. Donc voilà, prenez un petit temps pour répondre à ces 2 questions. Et puis ensuite, Camille nous partagera les résultats et on pourra y voir d'autant plus clair ensemble sur le profil en face. J'en profite pour m'hydrater, c'est parti. Je vous partage les résultats. Déjà Merci 54 beaucoup. personnes qui ont répondu. Alors, donc là, sans surprise, désormais, la plupart d'entre vous ont déjà participé à un webinaire. Par contre, c'est quand même pour un tiers d'entre vous très exceptionnel quand les autres sont plus habitués. Et c'est très équitablement réparti. On va dire que la moitié, une petite moitié d'entre vous a déjà organisé des webinaires et ça s'est plus ou moins bien passé apparemment. Et l'autre moitié d'entre vous ne l'a pas encore fait. D'ailleurs, pour une bonne partie, vous savez déjà que ça serait nécessaire dans l'année à venir. Bon, bah du coup, on va tout reprendre ensemble, le panel. Il n'y a pas de franche distinction, à part que vous connaissez bien le principe de webinaire. C'est parfait, on peut se lancer sur la suite. Donc, avant une fois de plus de voir les bonnes pratiques à proprement parler et de comment s'y prendre pour un webinaire, moi je trouve ça important de prendre le temps de se poser de votre côté et de réfléchir sur le pourquoi. Parce que c'est évidemment un format intéressant. Moi, j'en suis convaincue dans l'absolu. On aime bien en organiser du côté de chez Segatech et on a souvent de très bons retours. Mais c'est pas, enfin, comme toute activité d'ailleurs de communication, ça ne tombe pas sous le sens que ce soit pertinent pour vous, votre association, vos projets, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça a des avantages multiples. On reste encore à savoir si ça répond à vos besoins. Euh, Évidemment, ça permet de s'affranchir des contraintes logistiques et géographiques, ce qui fait que, alors en externe, ça peut d'autant plus simplifier la participation du plus grand nombre, afin de partager notamment largement un savoir, par exemple, et puis de gagner en visibilité pour vos actions, etc. Quand en interne, ça simplifie aussi l'échange d'informations, ça peut permettre de former ou d'informer ses adhérents, ses bénévoles, ses salariés, etc. Tout comme ça peut être régulièrement inclus au sein de certaines associations, par exemple, pour l'intégration de nouveaux bénévoles. Tout dépend évidemment du volume, de l'activité plus ou moins nationale ou locale de votre asso, etc. Mais c'est aussi un format qui se prête très bien à ce genre d'échange.
Je vous ai mis plusieurs exemples de webinaires qui pouvaient être organisés au sein des assos, des réseaux associatifs. Aussi bien justement, donc un exemple là de webinaire en interne, qui est le cas de France Générosité, une tête de réseau qui là, par exemple, utilise le format webinaire pour partager à ses membres les résultats d'une étude. Mais vous avez aussi des exemples de webinaires en externe. Donc là, on trouve une association Entourage qui s'en sert pour animer régulièrement, à peu près une fois par mois, plus ou moins, des ateliers de sensibilisation pour comprendre et agir auprès des femmes en grande précarité. Donc la sensibilisation, c'est un format aussi fort utile. Là, vous allez constater que je ne suis pas allée chercher l'exemple très loin, n'est-ce pas? C'est aussi un bon format pour tout simplement présenter son activité, les services que l'on peut mettre à disposition de ses adhérents, etc. Et une fois de plus, comme c'est un format facilement réplicable et qui prend un temps limité du fait qu'il n'y a pas de déplacement, de logistique à gérer, etc., bah, typiquement, ça nous permet de présenter chaque mois notre programme à nos nouveaux adhérents ou aux petits curieux qui passeraient par là. Donc, les bonnes questions à se poser avant de foncer tête baissée, plein de bonnes attentions à faire ces premiers webinaires, c'est de se demander d'une part quel est le besoin que l'on cherche auquel on cherche à répondre avec le webinaire de son association. Que ça peut être très varié, hein. Une fois de plus, on en a évoqué certains ensemble là, comme former ses bénévoles. Ça peut être aussi sensibiliser le grand public, recruter de nouveaux adhérents, etc. Et voir aussi quel est le besoin de la cible à laquelle on cherche à s'adresser, si on est légitime pour le faire. Typiquement, bah, nous, Solidatech, sans surprise, quand on cible les associations pour les sensibiliser aux enjeux du numérique et voilà, à différentes thématiques, que ce soit la cybersécurité ou la communication digitale, bon, bah, on sait qu'il y a un besoin, une attente en face et on est bien placé pour y répondre en tant qu'expert du numérique pour les assos, etc. On n'irait pas enseigner quoi que ce soit sur le sujet de la comptabilité dans le détail ou des systèmes de gouvernance, etc. Ça, il y a d'autres acteurs mieux placés que nous pour le faire. Donc, il ne suffit pas que, voilà, faut que le besoin soit en face aussi, mais qu'on soit légitime pour y répondre. Et auquel cas, bah, à réfléchir en fonction de tout ça, quel est le bon format à mettre en place, la fréquence, la durée, l'horaire aussi, parce qu'en fonction de votre cible, ça va beaucoup varier, le contenu, etc. Mettons que vous en venez bel et bien à la conclusion que le format webinaire est adapté pour votre association. Bon, bah, quitte à se lancer, autant le faire pas trop mal. Donc, on va voir ensemble comment mettre en place son premier webinaire. Il va y avoir 3 temps forts et ça va faire un peu le fil conducteur de cette partie-là du webinaire qui est le avant, le pendant, mais aussi, à ne pas oublier, le après. Une fois voilà, vous allez voir qu'une fois qu'on a raccroché le webinaire, on ne se dit pas trop vite que tout est fini. Il reste encore un petit peu de travail. Sur cette première partie avant, il y a, et ça c'était essentiel, besoin de définir à la fois la cible que l'on cherche à atteindre et le contenu qui est adapté, tout ça selon l'objectif. Alors là, j'ai pas le temps pour tout vous dire, je ne vais pas m'attarder sur chaque cas de figure. Je vous laisserai, une fois de plus, hein, pour rappel, le support sera mis à votre disposition. Donc, je vous laisserai vous retrouver sur ce document et voir dans quelle case exactement vous rentrez. Je vais juste prendre le premier cas de figure ensemble pour que vous voyez un peu la logique. Mettons le besoin du participant que l'on a identifié en face et pour lequel on se considère légitime à répondre et qui va nous répondre aussi à un enjeu de communication, de recrutement, etc. C'est de découvrir un nouvel outil, un nouvel usage, une nouvelle activité. Nous, là, par exemple, voilà, on reste sur un côté, comment dire, il faut avoir une démarche pédagogique, mais pour faire connaître voilà, l'existence et le fonctionnement d'un outil en particulier. Auquel cas, la valeur, l'objectif du webinaire proprement parlé
Ça va être de démontrer la valeur ajoutée de son activité, de sa mission vis-à-vis de ce besoin. Et on va être sur un type de webinaire, auquel cas très démonstration. C'est certains webinaires qu'on fait comme ça avec nos partenaires, quand on est vraiment, voilà, bah, vous avez besoin vous êtes à la recherche d'un outil de gestion de vos adhérents. Bah, notre partenaire AssoConnect peut probablement y répondre. Ou pas, mais en tout cas, le webinaire va vous aider à y voir plus clair sur le sujet. Et on va être vraiment sur un format où l'animateur partage son écran et se balade sur l'outil à proprement parler pour faire une démo et illustrer voilà, les différentes fonctionnalités de la solution et répondre aux questions, etc. C'est un exemple, un type de webinaire voilà, très dans la démonstration. C'est pertinent quand vous avez mis en place une application, par exemple, dont vous voulez que vos bénévoles s'emparent sur le terrain, mais il faut s'assurer qu'ils savent comment ça fonctionne. On peut aussi imaginer, une fois de plus, d'autres types de contenus. Là, le webinaire qu'on fait aujourd'hui, typiquement, moi, je le mettrais dans la ligne numéro 2. On est sur voilà, une formation spécifique sur une problématique identifiée avec du contenu très pédagogique. Une fois de plus, je vous laisserai dérouler la suite de votre côté, mais en tout cas, voilà, ça vous donne une idée sur le fait qu'il faut bien prendre son temps pour se mettre au clair sur le contenu et la cible. Après, il y a aussi le besoin d'être au clair au sein de votre équipe, et évidemment, équipe, qu'importe qu'il s'agisse de salariés, de bénévoles, on est vraiment exactement sur cette même logique, ça ne change rien, sur la définition et la répartition des rôles. Vous allez voir ici qu'on a systématiquement en fait 4 rôles pour l'organisation d'un webinaire, ce qui ne veut pas dire, bonne nouvelle, que vous êtes nécessairement 4 personnes pour faire ces rôles-là. Les casquettes sont cumulables. Néanmoins, grosse, forte, j'insiste, recommandation, il faut quand même au moins être 2. Vous allez avoir d'une part la personne qui est organisatrice du webinaire, donc là vraiment qui va dire, alors évidemment je caricature, mais et ben voilà, à telle date, à telle heure, sur tel sujet, en ciblant telle personne, je suis bien au clair, ça va être pertinent, on va faire un webinaire sur tel type de contenu. Ça ne veut pas forcément dire que l'organisateur est spécialiste lui-même du sujet en question, hein, mais il connaît son marché, son secteur et puis coordonne un petit peu tout ça. Il va y avoir le présentateur qui, lui, est justement l'expert, on va dire, qui apporte le contenu sur le sujet qui a été déterminé. Quand le modérateur ou l'animateur, c'est pareil, est celui qui va prendre en charge, qui va accueillir, on va dire, le webinaire. Pour moi, c'est un peu l'hôte aussi, et qui va s'assurer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique, faire les transitions, partager, voilà, typiquement relayer les questions, etc. Et bien entendu, pour que le jour J, il y ait des participants, il va bien falloir communiquer à un moment donné ou à un autre sur votre événement en amont. Si on reste sur notre exemple précis, là, par exemple, aujourd'hui, Camille, elle est modératrice. Dans bien des cas, d'ailleurs, dans l'année, elle sera aussi organisatrice. Pour ce webinaire-là, moi, je suis organisatrice et présentatrice. Et puis, c'est notre collègue Elodie qui est chargée de communication. Voilà, là, sur ce coup-ci, on est 3. On a souvent été que 2 pour faire tout ça. Ça se passait tout aussi bien. Et puis, parfois, on est 2 en interne. Et la troisième personne en question, présentatrice, c'est quelqu'un en externe. Pour construire votre webinaire, là, vous avez une liste alors, qui paraît longue comme ça, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai vraiment détaillée. C'est un peu dans l'idée de vous faire une to-do après coup, à l'issue du webinaire, pour voilà, tout ce à quoi il faut penser en amont du webinaire. Ça va de simplement se mettre au clair, comme on vient de le dire, sur l'objectif, le sujet abordé, le créneau horaire exact, etc. Fois de plus, hein, date et horaire, ça va beaucoup varier en fonction de votre cible, selon si vous le faites en journée ou en soirée, selon si vous le faites en semaine ou en week-end. Évidemment, si vous ciblez voilà, des jeunes, des actifs, des personnes âgées, etc., ça va évidemment avoir une influence sur le créneau.
Quel que soit le créneau choisi dans la journée, je vous conseille vivement de ne pas dépasser 1 h 30 de webinaire. Sans quoi, bon, déjà, c'est plus difficile pour les gens après de trouver le temps de participer. Ça peut décourager rien qu'à l'inscription. Mais au-delà de ça, c'est une question d'attention. En fait, on est tous, voilà, c'est un format qui est quand même un petit peu particulier. C'est pas 100% comparable à une vraie conférence où sur place, on peut être un peu stimulé, on peut aller éventuellement se chercher, se dégourdir les pattes, échanger, etc. Là, on sait d'expérience que les gens décrochent quand même au-delà. L'expert, le fameux animateur qui apporte le contenu peut être au sein de votre association, comme vous pouvez aller mobiliser quelqu'un en externe. Nous, c'est ce qu'on fait régulièrement, hein. Aujourd'hui, on connaît bien le sujet, donc tant qu'à faire, on intervient nous-mêmes, bien sûr. Mais il y a bien des cas quand on intervient sur des sujets plus pointus de cybersécurité ou de référencement naturel, etc. On n'a pas l'expertise en interne. Il y a des gens qui sont bien mieux placés que nous pour le faire, et auquel cas, le travail en amont ne consiste pas tant à créer le contenu que trouver et convaincre les bonnes personnes d'intervenir. Dans le cas de figure où c'est vous qui faites le contenu, bien évidemment de réaliser le support de présentation. Dans tous les cas, d'avoir une personne ressource en interne dans l'équipe, parce qu'on l'a dit, hein, on ne peut pas tout faire tout seul. Et là, moi, je suis bien contente de ne pas avoir en plus à surveiller qu'il n'y a pas de problème technique dans le chat, et puis que les questions, tout va bien, et puis etc. Donc, soyez deux. On se met au clair sur le déroulé, le contenu. On crée de manière concrète la page d'inscription au webinaire selon l'outil choisi. C'est la dernière partie qu'on verra ensemble là avec quelques exemples d'outils dédiés au webinaire à proprement parler. Vous nous paramétrez tout ça tout beau, tout propre. Et tous les outils prévoient la possibilité de faire une session d'entraînement. Sinon, au pire, vous copiez-collez les données et vous faites un faux webinaire en amont. Dans tous les cas, c'est bien et c'est important de prévoir cette session d'entraînement avec les animateurs et les intervenants. D'une part, la plupart d'entre vous, en gros, il y avait les 3 quarts d'entre vous qui n'avaient pas encore organisé le webinaire ou qui l'avaient fait, mais bon, c'était pas tip-top. Et c'est normal, enfin, comme tout, ça s'apprend. Mais donc, pour rassurer sur le fait que tout va bien fonctionner d'un point de vue technique, nous, quand on répète, on vérifie même tout bête, hein, mais que le son, ça fonctionne, que le partage d'écran, ça fonctionne, etc. Euh, et, et que vous pouvez aussi, dans le cas de figure où vous invitez des experts externes, soit eux-mêmes ne sont pas habitués à faire des webinaires, soit ils le sont, mais sur un autre outil. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour être un petit peu perturbé. Donc, voilà, une session d'entraînement est amplement la bienvenue. Vous pouvez aussi en amont préparer un éventuel questionnaire de satisfaction. Si besoin, anticiper certaines questions où c'est quasiment sûr que cette question va tomber, donc autant savoir y répondre. De prévoir, selon votre cible, si c'est une cible assez éloignée du numérique, par exemple, c'est important, quel cas, de prévoir en amont des ressources pour les aider à accéder vraiment au webinaire et à arriver à se connecter le jour J. Dans d'autres cas de figure, évidemment, ça ne sera pas du tout nécessaire, mais là, c'est à vous de voir. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès à la liste des inscrits en amont et en fonction des informations que vous aurez demandées à l'inscription, vous pourrez aussi mieux savoir à qui vous vous adressez et adapter votre discours en conséquence. Toujours en amont de ce fameux webinaire que vous allez organiser, il y a forcément tout ce qui concerne la communication. Communication qui va avoir lieu surtout en amont de l'événement, mais aussi, et je reviens déjà, j'anticipe un peu la suite, mais à cette idée que tout n'est pas fini une fois qu'on raccroche, aussi un petit peu après. On va voir juste après ensemble un exemple de délai de communication. C'est vraiment à titre indicatif, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'un côté d'identifier les canaux de com qui vont être pertinents, une fois de plus, pour votre cible, pour vos sujets, pour votre asso. Tout dépend là où vous trouvez d'habitude votre public. Et puis, si c'est uniquement un webinaire en interne, si c'est un plus large public, etc. Et de planifier, de bien anticiper les moments clés de communication. En aval,
Vous aurez aussi voilà, le besoin d'anticiper ces autres temps forts de communication, notamment le moment de mise à disposition peut-être de l'enregistrement que vous aurez fait ou du support que vous aurez utilisé ou autre. Et vous pouvez même, plus dans un second temps, éventuellement, quitte à vous être donné du mal typiquement à créer du contenu pour réaliser un webinaire, pourquoi pas capitaliser dessus et créer, grâce à ces mêmes informations, une ressource d'un format différent. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas forcément avoir envie, 3 mois, 6 mois plus tard, de regarder 1 heure de webinaire en rediffusion normale, et tout le monde n'aura pas forcément le temps non plus. En revanche, peut-être qu'une petite fiche pratique de 2 pages intéressera plein de vos adhérents à parcourir, etc. Donc, vous pouvez peut-être voilà, envisager de décliner sur d'autres formats ce même contenu sur lequel vous avez travaillé pour un webinaire. Et puis, vos chargés de communication, si vous en avez, seront ravis que vous alimentiez leur pool de ressources à partager. Donc là, un exemple de communication où, en gros, le webinaire, son sujet dans les grandes lignes, sa date, etc. Enfin, vraiment, les infos clés sont calées 1 mois à l'avance. Quand vous commencez à partager les infos entre 2 et 3 semaines en amont du webinaire selon les canaux. Avec notamment, nous par exemple, on a pour habitude de faire une campagne de mailing, donc c'est un grand mot, d'envoyer un mailing quoi, dédié à ce sujet-là, peu près une dizaine de jours avant l'événement à proprement parler, et de partager 2, 3 jours après les éléments aux inscrits et aux absents d'ailleurs, à ceux qui se sont inscrits mais qui n'ont pas pu venir le jour J. Enfin, dernière, si je me souviens bien, dernier élément avant de passer au jour J, c'est sur le support de présentation. Voilà, garder quelques idées clés, rien de révolutionnaire, hein, mais sur le fait de garder autant que possible un style visuel uniforme sur les polices que vous utilisez, sur les couleurs que vous utilisez, sur le fait de garantir aussi que vous mettez bien en avant votre structure et ou la structure que vous avez invitée en tant que spécialiste, etc. Le support à proprement parler, il n'a pas non plus vocation à contenir évidemment mot pour mot ce que vous allez dire. Donc, de bien chercher à être concis. Dans le cas de figure, par exemple, pour vous partager des résultats d'études, etc., de citer vos sources. Et ça, c'est valable pour à peu près tout, mais je ne peux pas empêcher de le dire, de se relire aussi pour son support, s'assurer qu'il est aussi à jour et sans faute que possible. Le jour J, ça y est, on y est. Quelques recommandations. D'utiliser dans la mesure du possible une connexion filaire pour éviter les problèmes de Wi-Fi qui sauteraient provisoirement et qui vous mettraient quelque peu dans la panade. De prévoir un verre d'eau. Alors, vous voyez, moi, je suis même particulièrement équipée. J'ai l'eau, j'ai le thé. Enfin, je n'en finis plus. D'être dans un endroit, évidemment, au calme. D'activer la caméra, pareil, ça a l'air de rien, mais en fait, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà, moi c'est le cas, assisté à des webinaires où les gens restaient cachés. Alors, même si l'essentiel qu'on veut voir, c'est le support de présentation, moi c'est tout simple, mais je trouve ça quand même vachement plus humain et sympathique de voir la personne qui s'adresse à nous, puisque, une fois de plus, hein, souvenez-vous, on reste dans cette idée qu'on est on est sur une conférence, on est peut-être en ligne, mais on est quand même sur une conférence. Bon, bah, je pense que ça viendrait à personne l'idée de rester assis à sa place avec une cagoule sur la tête pour faire la conférence. Bah, voilà. Moi, je trouve que c'est plus sympa de mettre la vidéo. Après, vous faites bien ce que vous voulez, comme pour tout le reste d'ailleurs, mais c'est notre conseil. Et puis, de profiter quand vous utilisez vraiment un outil de webinaire, de profiter de la fonctionnalité questions et réponses qui est disponible sur tous les outils et qui est bien pratique à distinguer du chat pour faire justement un suivi, un bon suivi en termes de modération des questions, de noter au fur et à mesure celles qu'on a traitées, celles qui restent à traiter, de supprimer celles qui sont en double, etc. C'est vraiment une fonctionnalité simple mais pratique, surtout quand il y a du monde. De parler distinctement et doucement, de diversifier les formats pour favoriser l'attention. Bon, plus, ça dépend évidemment de vos sujets, etc. Mais dans certains cas de figure, une petite vidéo à un moment donné
ou bah, comme je mentionne derrière, un outil de sondage pour impliquer les participants, un partage, voilà, un témoignage, etc. Ça peut être bénéfique pour notamment maintenir l'attention et l'intérêt de votre auditoire, audimat, de ceux qui vous écoutent. Voilà, voilà. Et puis, bah, voilà, au-delà de parler distinctement doucement, pareil, hein, comme une conférence, faut pas se laisser intimider, entre guillemets, par le fait que vous êtes seul face à votre écran. Les gens sont là, vous écoutent, et donc autant faire preuve d'un petit peu d'emprunt. Et post-webinaire, quelques recommandations. Autant que possible, mettez à disposition, évidemment si ce n'est pas confidentiel, etc., ou si vous en avez utilisé un déjà, mais mettez à disposition tant que possible votre support de présentation. Ça simplifie quand même beaucoup les choses pour les gens qui vous écoutent, qui se disent OK, je n'ai pas besoin de tout prendre en note, pas de pression. C'est marqué là, même parfois, voilà, certains noms d'outils, certains termes techniques. Une fois de plus, selon vos sujets, il peut y avoir aussi des termes plus ou moins simples. Bah, voilà, c'est correctement orthographié, les gens le retrouveront plus tard facilement, etc. Pareil, dans la mesure du possible, diffuser l'enregistrement de votre webinaire en le mettant notamment à disposition sur un partage, voilà, que ce soit privé ou public d'ailleurs, selon les choix et les options que vous sélectionnerez sur cet outil-là. Mais c'est tout aussi appréciable que le support de présentation. Et n'hésitez pas à solliciter aussi l'avis des participants après coup. Alors rapidement, parce qu'évidemment, si vous envoyez un questionnaire qui dure 20 minutes pour un retour d'un webinaire d'une demi-heure, vous vous doutez bien que les retours ne vont pas être nombreux. Mais à minima, laissez à disposition une adresse de contact si les gens veulent vous faire un retour spontané ou d'envoyer une très brève enquête de satisfaction. Ça peut être de bonnes pratiques, tout comme celle d'analyser les indicateurs après coup. On a vu déjà ensemble, et ça tombe bien vu le timing, une bonne partie du sujet. Là, je vais vous donner quelques exemples, hein, vraiment un aperçu de quelques outils de quiz pour animer le webinaire. Parce que voilà, ça faisait partie des conseils préalables de un petit peu varier les formats, pas hésiter à poser un sondage pour mobiliser les gens, etc. Et donc là, je vous donne un aperçu. Je ne vais pas spécifiquement m'y attarder. C'est plus que ça vous prémâche le travail, on va dire, pour aller après vous renseigner de votre côté et voir ce qui peut être intéressant de mettre en place, ce sur quoi vous serez le plus à l'aise. Et puis en plus, en fonction des assos, voilà, c'est important pour certains que l'outil soit en français, d'autres, ça leur est égal qu'il soit en anglais. Ça leur est important que ce soit gratuit, d'autres ont un petit budget à y consacrer, etc. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, bonne nouvelle, la fonctionnalité de quiz à proprement parler, de sondage, elle est disponible dans tous les outils qu'on va voir dans un instant, là, qui sont des outils vraiment dédiés au webinaire. Et donc, vous avez des exemples là. Ça, faut bien reconnaître que c'est le plus simple, le plus efficace, le plus confortable d'un point de vue administration, etc. et animation. Mais si vous faites une version, parce qu'on verra, je vous ai prévu un petit plan B en cas de pas du tout de budget, comment on fait? Et bah, dans ce cas-là, certains outils indépendants qui peuvent être programmés en parallèle de quel que soit l'outil de visio ou de webinaire que vous utilisiez peut être aussi intéressant. Sachant que je pense que la plupart, en tout cas beaucoup d'entre vous, sûrement connaissent au moins Canva, le connaissent sûrement d'ailleurs probablement plutôt pour d'autres choses que sont la mise en place enfin la création il me vient le terme PLV, mais c'est pas exactement ça, enfin de flyers, de visuels pour les réseaux sociaux, enfin la création de visuels au sens large. Éventuellement, peut-être que certains d'entre vous savent déjà aussi que vous pouvez faire du montage vidéo avec. Bon, bah voilà, surprise, c'est encore une autre des utilisations possibles de Canva, dont la version pro, hein, pour info, rappel, est gratuite pour les associations, donc n'hésitez pas à la demander. Vous pouvez aussi faire des quiz avec Canva. Donc à creuser pour ceux que ça intéresse. En tous les cas, en bonne pratique, quel que soit l'outil que vous choisissiez, pensez bien sûr à le tester en amont
et non seulement à le tester d'un point de vue technique, mais aussi à vous assurer que vous donnez un accès facile, que vous simplifiez au maximum l'accès à vos participants à cet outil. Donc, une fois de plus, adaptez votre niveau d'accompagnement au niveau de vos participants avec le numérique en fonction de vos cibles. Mais globalement, assurez-vous que vous êtes très clair dans vos consignes, que le lien sur lequel se connecter est très facilement trouvable dans le chat, dans le dernier mail que vous envoyez, un URL très très simple à laisser apparaître à l'écran, etc. En tout cas, il faut que que tout le monde soit clair sur je vais où, je clique sur quoi, etc. Surtout, ça les fait quitter l'écran principal de votre webinaire, donc ce n'est pas toujours évident. Et bien sûr, ne vous sentez pas obligé d'utiliser à tout prix ce type d'outils et d'animation, mais ne le faites que si ça a du sens en fonction de votre contenu et de votre audimat. Le dernier point avant de passer aux questions, c'est pour vous donner un petit aperçu des outils de webinaire qu'il existe sur le marché. Alors, autant vous dire, comme à peu près toute thématique d'ailleurs, mais qu'il en existe plein, que cette liste n'est absolument pas exhaustive, que d'ailleurs, n'hésitez pas, typiquement dans le chat, si vous l'avez déjà fait, là, moi je ne me charge pas de regarder en parallèle, n'hésitez pas aussi à partager vos retours. Si vous-même, vous avez utilisé tel outil et que vous en êtes content, pas content, que tel autre outil qui n'est pas dans la liste, bien sûr, c'est évident qu'il y en a d'autres qui sont bien, vous procure satisfaction, n'hésitez pas à le partager aux autres participants. Ici, je vous ai mis 2, 4, 5 exemples. Tous, tous sont des outils, du moins, ont parmi leurs offres une offre dédiée au webinaire. Tous sont des outils qui proposent les fonctionnalités communes au webinaire. Donc, la possibilité d'enregistrer vos webinaires, la possibilité de partager l'écran, d'avoir une distinction entre le chat sur lequel on papote, on fait des retours, et questions et réponses sur lesquelles on pose des questions qui attendent une réponse de la part des animateurs et qu'on peut beaucoup plus finement modérer, nous, du côté organisateur. La possibilité des sondages, des quiz, etc. qu'on voyait avant. Et très pratique aussi, les envois automatiques de messages. Du coup, tout ça, ça vous permet de ne plus avoir à vous préoccuper des mails de rappel avant aux inscrits, des mails après coup pour mise à disposition du replay, etc. Enfin, il n'y a pas de doute que, dès que vous avez un usage un petit peu régulier ou pas si régulier que ça, mais avec du monde à certains webinaires, etc., parce que vous pouvez aussi très bien prendre ces options ponctuellement. Là, je vous ai mis les tarifs qui s'affichent, c'est exprès que je vous ai mis les tarifs mensuels. Comme ça, vous avez aussi la possibilité de vous dire, je ne m'engage pas nécessairement sur l'année. Potentiellement, vous avez 2 temps forts, vous faites un webinaire avec 200 personnes en septembre et en mars. Bah, vous prenez juste sur les mois correspondants l'abonnement. En tout cas, autant que possible, je vous souhaite de pouvoir utiliser ce genre d'outils dédiés, quel qu'il soit, parce que ça simplifie quand même beaucoup l'organisation. Et soit dit en passant, peut-être l'avez-vous déjà vécu aussi par vous-même, ça simplifie bien et ça fluidifie bien aussi l'expérience côté participant. C'est vraiment pas pareil que moi, j'ai déjà fait des webinaires où c'est l'horreur. Tous les participants pouvaient partager leur micro. Puis alors, tout d'un coup, on entend le bruit de fond. Puis alors, on demande à se taire. Et puis, c'est très pénible pour tout le monde, soyons honnêtes. Là, je ne vais pas détailler au cas par cas les différents outils de webinaire. Pareil, vous avez ça à disposition pour après aller voir plus de votre côté ce qui peut être pertinent. Je pense que peut-être aussi vous avez certaines questions, on verra pour y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, peut-être quelques éléments qui valent le coup de mon point de vue de faire ressortir, c'est le fait que Livestorm, ce soit une entreprise française. Ça, c'est quand même toujours un bon point. Le fait que GetResponse en prix d'entrée, et prix grand public, etc., ce soit la possibilité la moins chère que vous ayez. Alors, ils ne sont pas dédiés que au webinaire, c'est toute une plateforme plus complète, y compris de mailing, etc., ce qui a aussi ses bénéfices finalement. Et le fait que Zoom soit désormais, depuis que GetResponse vient d'arrêter, Zoom soit désormais la seule des plateformes à proposer une belle réduction en plus pour le secteur associatif.
à savoir surtout ne payez pas plein pot vos licences Zoom. Alors, vos licences Zoom de visio d'ailleurs, et plus spécifiquement vos abonnements de webinaire qui coûtent quand même un peu cher, parce que du coup, on se retrouve à, ça fait un tarif vraiment intéressant, de l'ordre de 45 euros, même pas par mois, une fois la réduction appliquée. Et puis, dernier slide de mon côté avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est quand même, voilà, je voulais pas vous laisser uniquement avec la version payante, on va dire, des outils, même si, croyez-moi, ils sont pas payants pour rien, j'insiste, mais c'est vraiment bien. Il y a aussi des possibilités plus économiques qui s'offrent à vous et qui peuvent être très pertinentes dans certains cas de figure. Si vous faites des webinaires très très ponctuellement ou si vous en faites, mais finalement toujours en petit nombre, auquel cas, vous pouvez peut-être, dans le cas de figure où vous en faites en petit comité et où en interne, vous contenter d'un outil de visioconférence où, bon, bah voilà, il faudra que les participants soient disciplinés pour poser leurs questions, pour gérer leur micro, etc. Mais finalement, quand on est 8, c'est faisable. Quand on est 10 fois plus, comme aujourd'hui, et un peu moins faisable. En tous les cas, il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Juste, voilà, des points d'attention sur la gestion des invitations, parce que du coup, il faut tout que vous fassiez vous-même, et sur un bon cadrage des usages et des bonnes pratiques le jour J de la part des participants. Et vous avez aussi une autre alternative que pour le coup, je dois reconnaître, je ne connais pas personnellement. Alors, j'ai jamais testé à organiser. Par contre, j'ai déjà participé à. Sur la plupart des réseaux sociaux proposent des options de live depuis quelques années déjà. Et ça peut convenir pour des webinaires externes avec une large audience. Après, vous avez des fonctionnalités qui sont très limitées et une stabilité qui est assez variable selon les outils. Donc voilà, un point d'attention là-dessus. Mais moi, en l'occurrence, j'avais déjà assisté à un webinaire sur LinkedIn et une fois qu'on avait compris où il fallait se rendre, ce qui n'était l'air de rien pas si simple, en fait, ça fonctionnait relativement bien. En tout cas, ça a le mérite de dépanner sans y mettre le budget. Et je vais laisser Camille nous relayer les questions s'il y en a. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette présentation. Alors, nous avons une question de la part d'Alice, mais qui n'est pas la seule finalement à avoir posé une question à peu près similaire. Euh, que pensez-vous du format webinaire directement proposé par Teams? Alors, je sais, moi j'ai déjà assisté à des webinaires sur Teams. Je ne sais pas pour tout vous dire si c'était un format spécialement webinaire ou pas. J'avais l'impression que ça ressemblait quand même beaucoup à une visioconférence. Donc peut-être n'ai-je pas testé la bonne version. Donc, j'ai quand même une certaine réserve voilà, sur ma réponse. Peut-être qu'il existe mieux que ce que j'ai testé. Ce que j'ai testé, j'ai trouvé qu'on retombait dans les écueils problématiques d'utiliser une solution de visioconférence en outil de webinaire, en fait. C'est-à-dire tout ce que je mentionnais préalablement sur la gestion des participants, sur les bruits de fond, le fait enfin, voilà, j'avais trouvé ça assez limité, pour ainsi dire, mais peut-être qu'ils se sont améliorés sur le sujet ou que ça. Ouais. Merci. Alors, on a Olivier et Sandrine qui nous ont parlé de plusieurs outils, Webikeo, Kamit et l'outil de visio Infomaniac. Je ne sais pas si tu les connais déjà, mais autrement, ce sont probablement des outils à relayer. Si vous ne les connaissez pas déjà, vous pouvez peut-être faire des recherches dessus. Est-ce que ce sont des outils que tu connais, Lorraine? Pas du tout, non. D'accord. Eh bien, écoutez, à creuser alors, mais merci en tout cas Ouais, à merci tous pour les les deux. partages. Super. Ouais. Exactement. Et on a Charles qui nous dit que depuis le début de l'année, Teams propose un module webinaire. Ah, Donc, merci. merci, Merci. Charles. Oui. Alors voilà. Bon, bah là, du coup, je préfère réserver mon jugement parce qu'honnêtement, j'ai pas testé. Donc, mais ça vaut le coup de creuser. En plus, tout dépend aussi de ce que vous avez déjà à disposition. Typiquement, si vous utilisez déjà Microsoft 365, bah oui, ça vaut le coup d'aller voir si vous pouvez, sans frais supplémentaires, du coup, proposer une expérience quand même correcte, aussi bien à vos organisateurs de webinaires qu'à vos participants. Là, ça vaut carrément la peine. Si c'est pour Je n'irai pas jusqu'à prendre une licence nécessairement exprès pour ça, parce que je maintiens que quitte à payer, on va dire exprès, il y a plus spécialisé
que eux sur le sujet et du coup, il y a meilleure expérience. Mais par contre, si vous avez déjà ça dans votre scope d'outils, autant commencer à creuser le sujet carrément. Tout à fait. Et j'ai eu plusieurs questions également autour d'outils gratuits. Est-ce que tu aurais des outils gratuits à recommander? Alors, en webinaire, non, il n'en existe pas à ma connaissance d'outils. Enfin, en fait, ou alors on va retomber sur mon exemple de Livestorm où vous avez une version gratuite avec, attention, grosse folie, 30 contacts et 20 minutes. Autant vous dire qu'il faut avoir pas trop de monde en face et être sacrément concis. Alors, c'est clairement, après, c'est bien qu'ils proposent ça dans le sens où ça permet de tester leur outil, mais c'est de manière évidente le seul but qui est voué à cette offre gratuite. Donc, à part voilà, de rares exemples comme celui-ci, où il y a des offres, ce qu'on appelle en général un freemium, en fait, quand c'est gratuit mais limité et qu'après on peut payer pour les vraies fonctionnalités des outils. Sinon, les meilleurs, enfin, les meilleurs éléments que j'ai trouvé à partager sur cet aspect-là, c'est ce dernier slide sur les alternatives économiques, où ça revient à utiliser, par exemple, une fois plus, Microsoft Teams pour certains, c'est pas que ce soit toujours gratuit, hein, ça peut l'être d'ailleurs pour les associations, justement, mais dans tous les cas, ça peut être déjà dans vos outils à dispo. Google Meet, c'est gratuit, Jitsi, c'est gratuit. Donc voilà, et vous avez des outils de visio éventuellement gratuits pour certains sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et sinon, les lives réseaux sociaux qui peuvent valoir le coup d'être testés. Mais enfin, plus, c'est pas forcément du tout l'exhaustivité des infos ou la science infuse sur le sujet, mais en connaissant un peu et en ayant aussi creusé en amont de ce webinaire, c'est le mieux que j'ai trouvé à proposer. Merci. Et concernant les indicateurs, comment peut-on analyser les indicateurs, par exemple la présence, la participation à un webinaire? Alors, comme soit dit en passant, pas mal d'autres pratiques d'analyse sur vos activités comme ça, je veux dire de communication au sens large, ce qui va s'avérer le plus pertinent, c'est si vous répétez l'exercice et c'est en comparant vos propres données. C'est-à-dire que sortie, je vous l'accorde, quand c'est la première fois qu'on organise un webinaire, bon, bah, regardez un peu les infos que la plateforme met à votre disposition et constatez que, d'accord, très bien, j'ai eu un taux de participation de 60%, et puis j'ai eu 100 inscrits, un taux de participation de 60%, et puis un taux d'attention des participants de 80%. Ok, bon. Forcément, tout seul, ça ne veut même, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où ça va tellement dépendre de votre secteur d'activité, de votre audience, de vos sujets, etc., que faut pas chercher à se comparer, on va dire, à d'autres. Par contre, quand vous réitérez l'exercice, mettons, vous mettez à présenter chaque mois, à accueillir chaque mois vos bénévoles. Et ben là, vous allez pouvoir commencer au bout de, mettons, 3 sessions, à comparer un peu les résultats. Et à se dire, ah, tu vois, là, il y avait quand même 30% de plus d'inscrits quand on mettait ça à telle heure. Peut-être que ça correspond mieux finalement aux bénévoles actifs qu'on a récoltés. On va continuer de tenter, puis on va voir si ça continue de fonctionner. Ah bah tu vois, 65% de participation, de présence le jour J, contrairement à 45 la dernière fois. Le rappel là, qu'on a programmé en plus le jour J, c'était peut-être une bonne idée, etc. En fait, c'est vraiment, vous allez construire au fur et à mesure de l'année, mettons, si vous en faites régulièrement. C'est là où c'est le plus pertinent, en tout cas, et en regard toujours, comme les exemples que je viens de donner, par rapport à vos actions, vos choix, etc. Merci pour les bonnes pratiques. On a une question de Virginie qui nous demande comment transférer notre abonnement Zoom actuellement un abonnement sans remise, pour un Zoom Asso de Solidatech. Ah, licence Zoom tout court. C'est ça. Elle est actuellement en abonnement, mais elle paye l'impôt, entre guillemets, et souhaiterait désormais avoir une remise en passant par Solidatech. Suivez mon bon conseil de surtout ne payez pas plein pot. C'est ça. La bonne idée, Virginie. Alors, vous allez devoir attendre la période de renouvellement de votre engagement si, par exemple, vous avez un engagement annuel. Si vous avez un engagement mensuel, ça va être d'autant plus vite vu. Et vous pouvez aller voir sur notre site internet, dans notre catalogue de solutions, sur la fiche produit Zoom.
Sur le deuxième onglet, notamment, vous avez les précisions techniques dans le cas de figure où vous êtes déjà client chez Zoom. Et vous verrez que normalement, vous pourrez utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous nos partenaires, donc ça, c'est top. Vous pourrez utiliser pour le moment du renouvellement notre coupon de réduction qui vous permettra de payer à moins 50%. Coupon de réduction qui, comme je le mettais dans le tableau là, est également valable sur l'option Zoom. Parce qu'en fait, pourquoi je vous ai mis 15 plus 74 égale 89? C'est pas par simple amour des mathématiques. C'est que 15 euros, c'est la licence que vous avez probablement, peut-être une licence normale Workplace, comme ils appellent ça en ce moment, Zoom. Et 74 euros, c'est l'option webinaire. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas avoir, comme son nom l'indique, c'est une option, donc vous ne pouvez pas avoir juste le mode webinaire. C'est pour ça que c'est minimum, en fait, 89 euros à moins 50%, donc 45. Voilà. Merci. Euh, Donc, Alice nous précisait qu'en effet, Teams propose cette fonction de webinaire avec outils de mail automatique, micro désactivé pour les participants, chat, questions et réponses, etc. Donc, c'est finalement assez similaire à ce qu'on a présenté. Donc, merci Alice pour Ouais, le et c'est partage. vraiment une bonne nouvelle. Je pense ils ont un peu tardé, je trouve, par rapport à bien d'autres acteurs pour un gros bébé comme Microsoft. Et c'est une bonne nouvelle qu'ils le fassent. Je pense que ça peut rendre service. Et vraiment, merci pour le partage de mise à jour sur ce sujet parce que je pense que ça peut bien rendre service à plein d'assos. Top. David nous demandait si sur un outil de visioconférence, il était possible de prendre la main pour éviter les bruits de fond ou empêcher les participants d'utiliser leur micro. Oui, ça dépend des outils de visio. J'ai évidemment pas l'expertise sur chacun d'entre eux, mais par exemple, je sais pour le coup, je sais que c'était le cas sur Teams. Après, ça veut dire qu'il faut le faire. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas forcément bloquer, mais on peut désactiver nous-mêmes le micro de telle personne dans la réunion. Ça reste un peu fastidieux quand même à devoir faire, mais voilà, ça, je sais par exemple que c'est possible. C'est sûrement le cas, c'est sûrement possible sur d'autres aussi, à voir au cas par cas et typiquement, tout simplement à tester si vous utilisez déjà un outil de visio, à faire un test avec un petit camarade ou une petite camarade pour voir un peu, fouiller un peu ce type de fonctionnalité qui peut déjà dépanner. Ouais. Très bien. Ensuite, Florent nous demandait comment retrouver l'option quiz sur Canva. Ah, alors, franchement, le plus simple, en tout cas là, typiquement, si j'étais là à fouiller en parallèle pour vous dire, c'est via Google. Moi, j'ai trouvé hyper facilement. Vous tapez quiz Canva, vous allez, hop, il va vous envoyer directement dans la bonne section. Et si vous n'êtes pas déjà connecté sur Canva, vous pouvez vous connecter après. Mais j'avoue que c'est, en tout cas là, en une minute, c'est mon conseil le plus efficace pour retrouver l'endroit. Sinon, ça doit être dans les paramètres de Canva et ils ont tellement, vous savez, prédéfini là, plein de types de contenus où vous pouvez choisir si vous ouvrez une présentation, un format A4, un machin truc. Je pense que dans les machins trucs en question, il doit y avoir sondage ou quiz. Mais en tout cas, sinon, via un moteur de recherche, ça a vraiment bien marché. Merci. Marc Viala nous demandait, puisqu'ils ont des licences Microsoft 365, quel outil intégrer de webinaire, plus ou moins. Franchement, vu les retours des participants au webinaire aujourd'hui et vu que vous avez déjà des licences M365, j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup en priorité d'aller creuser sur le sujet Teams pour ne pas avoir de frais supplémentaires, alors en espérant que du coup, ce n'est pas des frais supplémentaires. C'est la première bonne piste à creuser. Et, euh, et sinon, sinon, pour le coup, enfin, si ce n'est pas celui-ci qui vous convient, qu'importe si je puis dire que vous ayez ces licences-là, on retombe sur les conseils génériques qu'on a vus juste avant. Merci. Alors, on a Laetitia qui a écrit dans le chat la marche à suivre pour savoir ouvrir un quiz sur Canva. Donc, pour les intéressés, n'hésitez pas à le Eh, consulter. merci Et Laetitia. d'autre part, on a Gaëlle qui nous demandait, avez-vous des exemples de questionnaires de satisfaction à partager? Et c'est Gaëlle. Et ben écoutez, Gaëlle, quand vous allez raccrocher de ce webinaire, vous allez avoir un exemple de, de sondage de satisfaction.
auxquelles vous allez répondre 10, n'est-ce pas? Parce qu'on est vraiment très sympa. Mais non, mais voilà, blague à part, vraiment, ça sera un bon exemple d'enquête de satisfaction. Vous allez voir, hyper court, 2 questions, une notation de 1 à 10, un champ libre de, même pas obligé d'être rempli, de commentaires et basta. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit court en tout cas et vous pouvez nous le piquer, on vous en tiendra par rigueur. Génial. Alors, on a JF, peut-être Jean-François, qui a répondu à David dans le chat en lui disant que l'option webinaire de Zoom coupe automatiquement toute participation orale des panélistes. Donc, merci beaucoup, JF. Oui, Et parce qu'on également, parce qu'on retombe sur les vrais bénéfices d'un vrai outil, Zoom, d'un exactement. vrai outil webinaire. Ça, c'est le cas pour tous sur les outils webinaires, c'est clair. Et d'autre part, Charles nous disait qu'il faut payer l'abonnement Teams Premium pour pouvoir bénéficier des webinaires, mais ça doit être quelque chose comme 2 euros par mois, pour Ok, info. bon, bah, intéressant à creuser. Et toujours, hein, et toujours le réflexe de vérifier, c'est souvent le cas, pas toujours, mais de vérifier s'il y a des tarifs réduits pour les associations, y compris sur ce type d'options, etc. Bien, écoutez, on a à peu près fait le tour, Lorraine. Donc, Nickel, je t'as te aimé? remercie pour toutes ces présentations et réponses aux questions. Eh ben super, merci beaucoup à tous les participants pour en plus vos partages, vos retours d'expérience, d'outils, etc. On aime bien quand ça se passe comme ça et que c'est collaboratif. Merci Camille pour la co-animation Avec plaisir. et puis bah, bon après-midi à tous alors. Et on vous laisse remplir le questionnaire de satisfaction, hein. Attention, hein, Voilà. dont on ne fait souhaitant passer absolument jamais la promotion, mais là, le sujet s'y prête quand même plutôt pas mal. Donc, voilà. Mais merci à tous en tout cas. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.